Le bottom atteint sur le Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie. Parlons tout de suite de paramètres intéressants. Et c'est parti, c'est parti. Bon, un point très intéressant dont je voudrais te parler ce lundi 17 mars 2025, mon gros, c'est qu'on a le BTC actuellement qui est aux alentours des 83 000 $. Comme tu peux le constater sur cette charte, on a brisé ce petit biseau au nord. Et ça, c'est plutôt bon signe. Pour l'instant, rien n'est encore joué, d'accord, parce qu'on a toujours un sommet qui est plus bas que le précédent. Et pour repartir sur une tendance où on pourrait être un peu plus en confiance sur une tendance haussière, il faudrait briser les 90 000 et s'installer au-dessus. Ça change pas. Toujours est-il que les divergences qu'on avait repérées ensemble sur le momentum, voilà, il y en avait plein en pagaille, ça fait des semaines qu'on les remarque sur la crypto brève, elles ont fini par donner des figures plutôt intéressantes sur le prix. Bon, ce qu'on peut constater, c'est qu'on fait des W. Voilà, on commence à faire des W en 4 heures, mais aussi en daily. Si tu te mets à l'échelle de 1 jour, on a de beaux W qui se forment, là, comme tu peux le constater. Et actuellement, on est en train de retravailler ce W. Ce qu'il faudrait, ça serait de rester au-dessus de ce W avec des clôtures daily qui soient jolies pour repartir potentiellement à la hausse. Parce que cette semaine, ça va vraiment être costaud et on va en parler juste après. Ensuite, concernant la BTC dominance, que tu le sais, qui est très importante dans le monde de la crypto-monnaie parce que ça te donne finalement la force du Bitcoin par rapport aux altcoins. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand les altcoins sont plus puissants face au Bitcoin. Ce qu'on peut constater, c'est que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a des divergences en pagaille qui se sont créées. Et à l'échelle 4 heures, on peut constater que voilà, la bataille n'est pas encore gagnée, mais on commence à prendre du terrain vis-à-vis des altcoins et du Bitcoin. À chaque fois qu'on a une hausse sur le BTC, les altcoins, ils rebondissent aussi, ils rebondissent bien. On a des divergences en pagaille si tu te mets en 4 heures. Par exemple, tu peux voir qu'on a fait une espèce de W avec une hausse sur le prix, tandis que sur le momentum, on a une petite baisse. Et ça, voilà, tu le répètes de partout, on l'a de partout. Et ça, à un moment donné, ça va se refléter sur le prix. Et enfin, on pourra dire qu'on rentre dans cette belle zone verte pour aller chercher, voilà, les 49% dans un premier temps de BTC dominance. Et pourquoi pas, si on est chanceux, d'avoir un petit retest de cette trendline qu'on tire derrière nous depuis maintenant 2017, parce que le marché a de la mémoire. Ensuite, troisième point qui est intéressant que je voulais te partager, c'est la Global Liquidity Index. Donc, grosso modo, c'est tout l'argent qu'il y a en circulation dans le monde entier. Si tu cumules toutes les monnaies du monde entier, le yen, le dollar, l'euro, patin, couffin, tu fais une moyenne de tout ça et ça te donne cette charte jaune que tu as sous tes yeux. Bon, et on avait constaté maintenant, il y a de ça plusieurs jours, qu'on avait une hausse, on avait une Global Liquidity Index qui augmentait et visiblement, ça y est, on a atteint notre ATH et tu l'as vu, lorsque ça s'était passé en septembre 2024, lorsqu'on a eu notre top, notre ATH, ça a pas manqué, 1 mois et demi après, on a eu notre pump de Bitcoin qui est passé des 65 000 $ direction les 107 000 $. Et ce qu'on vient de voir sur le Bitcoin avec la M2 Global Liquidity, tu le retrouves aussi sur le S&P 500. Et grosso modo, ça te donne des indices sur le marché parce que si le S&P 500 va bien, le Bitcoin et la crypto iront bien. Le Bitcoin ne pourra pas partir tout seul dans un marché où les indices sur les marchés traditionnels se cassent la gueule, c'est pas possible. Bon, et si tu te rappelles de ce dont on avait parlé la semaine dernière vis-à-vis du S&P 500 et de la correction qu'on avait eue en juillet-août 2024, il y avait eu les carry trades avec les Japonais, ils nous avaient lancé une bombe nucléaire, je sais pas si tu t'en rappelles, on avait regardé ensemble la correction et il semblerait que là, on rentre pile poil dans le même intervalle de temps en termes de durée. Si le narratif de la récession qui est la cause finalement de cette correction qu'on est en train de vivre sur les marchés est une pure manipulation comme on l'a eu en août dernier, si tu répliques le même schéma, il serait pas impossible qu'on ait une remontada, il serait pas impossible qu'on ait un regain d'intérêt autour des marchés, d'autant plus qu'on a l'or qui, je te le rappelle, est en train de pousser, mais il est en train de perdre de la force, et de la même manière, le dollar américain, lui aussi, il a complètement craché, donc il y a énormément de liquidité qui est prête à aller sur les marchés, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. On continue avec les annonces économiques, les gars, cette semaine on a une annonce hyper importante, on a le FOMC, donc on a les projections économiques de la Fed. Jérôme Powell va parler, il va prendre le micro et il est attendu au tournant parce qu'avec un marché qui est extrêmement tendu avec beaucoup d'incertitudes, il y a des tensions géopolitiques. Notre bon vieux Powell, il va nous annoncer les nouveaux taux d'intérêt qui seront actualisés pour les États-Unis. Le consensus s'attend à avoir 4,5, donc pas de baisse de taux d'intérêt. Tu le sais, Donald Trump, il met énormément de pression à la Fed pour qu'il baisse les taux d'intérêt de manière à pouvoir réindustrialiser le pays, même si on sait qu'il n'y a pas de lien direct entre la Fed et le président des États-Unis, mais grosso modo, il a tellement de pouvoir qu'il peut mettre des coups de pression comme il le souhaite. Donc j'ai envie de te dire, même si on ne baisse pas les taux d'intérêt, même s'ils restent inchangés, la conférence de presse qu'il y aura juste après l'annonce des taux d'intérêt à 19h30 sera vraiment majeure parce que le sentiment que va nous donner Jérôme Powell sur la suite voilà, de l'année 2025, ça peut être décisif vis-à-vis de la confiance des investisseurs et surtout le marché il risque de le pricer. Comme tu le sais, moi je reste droit dans mes bottes depuis l'élection de Donald Trump. Je t'avais dit, c'est sûr qu'on va avoir des baisses de taux d'intérêt, on va avoir du théâtre, ils vont
nous faire des petites cérémonies là où ils vont nous annoncer des récessions, ils vont nous annoncer des mauvais chiffres pour nous dire qu'on baissera pas les taux. Pour moi, c'est du pipeau, c'est de la flûte parce que Donald Trump veut réindustrialiser un pays et forcément pour ça, tu as besoin d'avoir des taux qui soient faibles. Donc on aura des baisses de taux d'intérêt, peu importe ce qu'on te dit jour après jour, à un moment donné, il va céder le Jérôme. D'autant plus que si tu te focuses sur Trueflation, qui est l'inflation en temps réel des États-Unis, grosso modo, ça te permet d'avoir les informations en temps réel vis-à-vis de l'économie américaine, les résultats qui te donnent vis-à-vis de l'inflation, le CPI, etc. Ça a un petit peu de retard, c'est un petit peu de latence, alors que là, tu as l'inflation en temps réel. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une inflation qui est un petit peu remontée. On était passé en dessous des 1,40, on est descendu à 1,35 sur l'inflation constatée par Trueflation, et on a eu un petit pic, là ces jours-ci, où on est monté à 1,73. Il y a énormément de personnes qui ont pricé une potentielle récession avec une hyperinflation, où l'inflation irait en dessous des 1%. Voilà, et là ça peut être dramatique pour le pays, parce que forcément les gens ont plus intérêt à rester dans le dollar. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est beaucoup plus facile de jouer avec l'inflation sur le curseur pour la monter lorsqu'elle est trop basse que de la baisser lorsqu'elle est trop haute. Donc quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, que l'inflation est baissée massivement d'un coup avec le dollar américain qui a lui aussi craché, qui est une valeur refuge, tout ça c'est plein de bons points en fait qui sont extrêmement positifs pour les marchés mais qui sont pas encore pricés par les indices, par le Bitcoin, par la crypto-monnaie, etc. Mais mes convictions personnelles c'est qu'à un moment donné ça va se refléter sur le prix. Ensuite, rendons à César ce qui appartient à César, on a CryptoRover qui nous a partagé un post dans lequel tu peux voir la global liquidity, ce dont on a parlé juste avant, corrélé avec le prix de Bitcoin. Et ce que tu peux constater, c'est que dans l'histoire du BTC, à chaque fois qu'on a eu un breakout de cette moyenne mobile rouge que tu peux voir là, avec la charte de la global liquidité, ça a annoncé un pump de la global liquidité, ça a annoncé une augmentation massive de la liquidité en circulation et bien évidemment, tu l'as compris, un gros pump sur les valeurs qui sont liquidovores. Et le Bitcoin, comme tu peux le constater, il est extrêmement liquidovore. Ça avait annoncé le pump de 2020 et actuellement, il semblerait bel et bien qu'on est en train de briser cette moyenne mobile. Donc voilà, pour l'instant c'est pas encore gagné, il faudrait qu'on fasse sur cet indicateur, cette Global Liquidity Index, un sommet plus haut que le précédent. Pour l'instant on n'y est pas, donc cette charte il faut la prendre avec des pincettes, voilà, ça c'est mon avis, mais c'est extrêmement bon signe. Bon, ensuite, comme tu l'as vu un peu partout sur les réseaux sociaux, on a le président de la Russie, Poutine, qui a officiellement annoncé qu'il était d'accord avec la proposition du président américain Donald Trump vis-à-vis d'un potentiel cessez-le-feu. Il a quand même dit: les gars, il faut quand même des conditions, il faut quand même qu'on fasse vraiment les choses bien. Poutine ne veut pas un cessez-le-feu de 3 semaines pour repartir sur une guerre ensuite, parce que voilà, ça permettrait à l'Ukraine de se renforcer, à prendre des positions, etc. De son point de vue, c'est juste compréhensible, mais le fait qu'il ait annoncé publiquement qu'il était pour un cessez-le-feu, ça va dans le bon sens. Ça pourrait être extrêmement positif. Donc, est-ce que ça va tomber, tu vois, d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ? Ça pourrait converger avec tous les paramètres qu'on a vus ensemble sur le Bitcoin vis-à-vis du prochain départ sur ce bull market. Je te le rappelle, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir, c'était la semaine dernière. On a plein de signaux, plein d'indicateurs, plein de paramètres qui convergent entre le mois d'avril et le mois de mai pour un potentiel regain d'intérêt, regain de liquidité sur les marchés. Est-ce que tout ça, ça ne serait pas pricé avec la chute drastique du dollar, avec l'or qui a atteint un ATH, et tu l'entends sur tous les médias maintenant, ils te disent il faut acheter de l'or parce que voilà, tu es propriétaire de ton épargne, c'est contre l'inflation, patin couffin, tout le monde en parle, tout le monde parle de l'or, et tu le sais, quand tous les médias te conseillent de faire quelque chose, il faut faire plutôt l'inverse. Donc grosso modo, et d'ailleurs ça se traduit bien par la charte, avec des divergences qui sont baissières sur le momentum à l'échelle weekly. Comme tu peux le constater, on a une hausse drastique sur le prix, tandis que sur le momentum, voilà, ça crache complètement. Alors ça ne veut pas dire que l'or ne va pas aller un petit peu dessus, il va pas aller encore chatouiller les 3000, 3100 l'once d'or, c'est pas impossible, mais dans tous les cas, on est en train de voir un retournement de l'or. Donc on va avoir une grosse correction à un moment donné, ça c'est mes convictions personnelles, et forcément même une petite correction sur l'or, c'est énormément de liquidité qui va être potentiellement réinjectée ailleurs, et pourquoi pas dans le Bitcoin mon gros. Ensuite on continue avec une annonce qui a fait pas mal de bruit dans le monde de la tech et de la crypto. On a le fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui a quitté la France enfin pour Dubaï après avoir obtenu l'autorisation des autorités françaises. Je sais pas si tu te rappelles, mais ça avait été un petit scandale d'État parce que, voilà, en août dernier, on avait Pavel Durov qui avait été arrêté à Paris. Il avait été accusé de faciliter des activités illégales via Telegram, comme le trafic de drogue, comme le blanchiment d'argent. Il avait été libéré sous caution pour 5 millions d'euros. Mais bon, bref, dans tous les cas, le token a pris 20% dans la foulée. Donc écoute, on va voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, on fait un petit point sur Bit&Sor, qui est le roi de l'intelligence artificielle décentralisée avec son token TAO. Comme tu le sais maintenant, chaque subnet a un token
token qui s'appelle DTAO, c'est la technologie des Dynamic TAO. Je t'ai fait plein de vidéos où je t'en parle, donc si ça t'intéresse, va voir. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me passionne. Bref, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a de plus en plus de mouvements, même si ça se traduit pas par une augmentation du prix de Bitensor ou des tokens qui sont plutôt au repos parce que le marché n'est pas propice à avoir des hausses sur les tokens. Ça construit de plus en plus sur l'écosystème de Bitensor, sur les subnets, etc. Et ça se traduit bel et bien par cette charte qui représente finalement le nombre de sous-réseaux actifs quotidiennement au cours des 365 derniers jours. Et ça te permet d'avoir une idée de la taille et de la croissance de cet écosystème qui est fantastique. Et comme tu peux le voir, on a une croissance qui est bel et bien constante. Et personnellement, voilà, moi j'ai beaucoup de conviction pour l'écosystème de Bitensor, tu le sais. Ça représente une belle partie de mon portefeuille. Ensuite, si on fait un petit point rapidos sur le projet de la famille de Donald Trump, World Liberty Financial, avec le token WLFI qui était sorti l'été dernier, ils ont bel et bien terminé enfin leur vente de jetons WLFI et ça leur a rapporté 550 millions de dollars au total. Le prix du token WLFI lors de la première vente publique était à 0,015 dollars et ensuite pour la seconde, après les mêmes coins qu'on avait eu sur Trump, Melania, sa femme et toute cette dinguerie, ils avaient remis encore 250 millions de dollars pour des tokens à 0,05 dollars. Donc si tu en avais acheté cet été, lorsqu'on en avait parlé sur la crypto brève, déjà tu as fait 1 x 3, voire même un petit peu plus. On ne sait pas encore quand est-ce que le token va être lancé, on ne sait pas encore lorsque le projet sera disponible. Pour l'instant, on a des rumeurs autour du fait qu'on pourrait avoir un lancement du token le deuxième trimestre de 2025. Donc à partir du mois d'avril, voilà, il faut être à l'affût parce que ça pourrait tomber. Est-ce qu'avant le listing de ce token, on aura encore des ventes privées qui vont être effectuées? Bah écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, hein. Moi ça me dérange pas parce que on avait acheté à 0,015, donc s'ils mettent encore un prix plus élevé, ben voilà, ça te fera un peu plus qu'un x3. Toujours est-il que le jour où on aura la date du listing du token, voilà, il faudra vraiment se focus, il faudra qu'on reparle sur la crypto brève, on se fera une vidéo bien dédiée parce que tu le sais, tu connais mon opinion là-dessus. Je pense que la famille de Donald Trump, ils sont extrêmement bien placés, ils ont des très bonnes relations et grosso modo, ils vont pas lancer un token en période de crise. Quand tout est dans le rouge, ils ont aucun intérêt à faire ça. Donc tu vois, la date du listing du token WLFI nous donnera des intuitions, des indices sur le bull run, sur la vague haussière, quand est-ce qu'elle pourrait arriver, parce qu'ils vont pas faire n'importe quoi les mecs, tu le sais. Bon mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like pour me donner la force et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Dans tous les cas, toi et moi on se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.